Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Est-ce que vous m'entendez bien sur internet? Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Et je vous remercie encore pour votre fidélité à la chaîne. Donc aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est très important. Donc je vous demanderai encore une fois de partager le lien, de vous abonner, de liker. C'est bon pour l'algorithme YouTube. Donc n'hésitez pas à partager le lien, à vous abonner et à liker. OK? Vous m'entendez bien, hein, sur internet? N'hésitez pas à me mettre de messages si c'est bon pour vous. OK, très bien. Donc bonsoir encore pour ceux qui viennent d'arriver. Encore très heureux de vous, rencontrer encore une fois sur cette chaîne. Alors, avant de démarrer le sujet de ce soir, je voulais, vous partager un événement qui est très, très, très important. Donc le 25 avril, on aura, l'opportunité de rencontrer, Clément Corcel. Clément Corcel qui est le plus jeune entrepreneur de France. Donc je vous invite le 25 avril à venir en live. Ce sera vraiment très intéressant de rencontrer un jeune homme au parcours, extraordinaire. Donc bah, tout simplement venez, vous aurez l'occasion de lui poser toutes les questions, sur son parcours, sur, ses réussites, sur, voilà, ses moments de doute et voilà, ça va être vraiment très intéressant donc Clément, je ne sais pas si tu nous suis, mais en tout cas, on sera très heureux de te retrouver le 25, avril. OK? Alors je vais simplement vous donner un avant-goût. Je vais partager juste, une petite vidéo de présentation sur, Clément, juste pour vous donner une idée, de qui il est. On part maintenant à la rencontre d'un jeune homme qui est certainement l'un des plus jeunes entrepreneurs de France. Clément a 17 ans, il est élève au lycée et a monté dans le même temps son entreprise de création de sites internet. Et il a déjà de nombreux clients. Reportage au plus près de vous, signé Gaspard Poirieux. Il est midi, la sonnerie vient de sonner la fin des cours et il est temps pour Clément, 17 ans, de troquer son costume de lycéen pour celui de chef d'entreprise. Bonjour Clément. Bonjour. Bon alors c'est un peu une double vie que tu mènes en ce moment. Voilà, exactement. J'ai créé mon entreprise l'année dernière. Donc j'aide les entreprises à se développer sur Internet et sur les réseaux sociaux. Donc je fais de la création de sites Internet. Et comment tu as eu cette idée? Pendant le confinement, je suis tombé sur un article qui expliquait qu'une entreprise sur trois était digitalisée. C'est pas énorme étant donné qu'on rentre, surtout avec la crise du Covid, les gens sont de plus en plus souvent sur Internet. Donc c'est important qu'une entreprise ait une présence en ligne. Le mercredi après-midi, je reçois mes clients au bureau. Au départ, Clément travaillait depuis sa chambre. Mais depuis quelques semaines, il s'est installé dans cet espace coworking. C'est beaucoup plus pratique pour recevoir ses clients. Bonjour Charlotte. Tu vas bien? Je vais bien, merci. Et toi? Super. Je t'en prie, suis-moi. Merci. C'est vraiment chouette. Moi, j'ai essayé de faire un truc assez aéré pour que ce soit assez clair. Donc c'est bon, j'ai bien reçu ton virement. Donc je te remets ta facture. Merci Donc pour beaucoup. prouver le paiement. Et donc pour moi tout est bon. Je te remettrai les codes du site pour que tu puisses l'utiliser. Parfait. Du coup, vous aviez déjà vu un chef d'entreprise aussi jeune? Non, c'est la première fois que je rencontre un entrepreneur de cet âge-là. Il est très au fait de ce qui se fait actuellement et je pense que c'est une bonne chose pour moi et pour les attentes que j'avais. En France, la loi autorise les mineurs à monter leur entreprise à partir de 16 ans. Clément est en statut EIRL, entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Et t'en vis du coup de ton activité?
Alors c'est compliqué de dire que j'en vis parce que ça dépend des mois. Il y a des mois où je vais avoir pas mal de commandes, donc je peux gagner jusqu'à 4 000 €. Mais il y a des mois où je ferai rentrer zéro. Et du coup, faut que j'essaie de trouver une sorte de stabilité. Pour l'instant, tu as eu combien de clients depuis le début? Alors j'ai une vingtaine de clients qui m'ont fait confiance malgré mon jeune âge. Du coup, c'est plutôt un point positif. Donc ça montre que les jeunes peuvent entreprendre et que ça marche. We've helped millions of creators improve their Ok, donc vous avez vu Clément, voilà, donc pour ceux qui viennent d'arriver, voilà, je vous dis encore qu'on aura un événement avec lui le 25 avril, donc vous aurez l'opportunité de lui poser toutes vos questions. Donc ça, c'est pour Clément. On aura aussi le 28 avril un événement sur le monde du travail, sur les différentes évolutions du monde du travail, le nouveau rapport des Français avec ce monde du travail-là, la question des seniors, la question des jeunes, et puis plein d'autres questions que voilà, vous aurez l'occasion voilà, de découvrir, ok, qu'on va se poser parce que c'est un sujet qui est très important. Donc, je vous demande de, voilà, vous allez trouver en bas de la description en fait le lien pour pouvoir prendre vos places. Donc, n'hésitez pas à prendre vos places parce que les places sont limitées. Donc, n'hésitez pas dès maintenant à prendre vos places, voilà, pour voilà, avoir de bonnes places, on va dire. OK? Donc, ça, c'était pour les informations sur nos événements. Alors, ce soir, le thème est très important. Je rappelle que sur cette chaîne, on parle d'orientation professionnelle, on parle d'emploi et on parle d'entrepreneuriat. Alors, pourquoi on parle de ces sujets aujourd'hui et pourquoi j'ai décidé d'aborder en fait ce thème sur le travail? Parce que je considère que le travail euh, représente plus de 80% de notre vie. On voit plus nos collègues de travail pour certains que même notre famille. On voit plus lorsqu'on fait des formations, plus nos professeurs, nos formateurs que même des fois nos amis. Donc aujourd'hui, le travail est central. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose sur l'avenir du travail et j'ai voulu qu'on réfléchisse aujourd'hui sur l'avenir du travail, sur où va ce monde du travail-là, comment on va le voir. Donc, n'hésitez pas à venir partager votre avis et vos idées. Mais je me suis permis, en tout cas, je vais me permettre de partager mon point de vue en commençant tout d'abord par un historique sur le monde du travail. Donc, vous le savez bien, on a connu une révolution, d'abord industrielle, avec l'invention de la machine à vapeur. Donc, ça a permis une mécanisation et puis une automatisation des processus de fabrication. Ensuite, on a connu en fait la deuxième révolution avec l'électricité, donc qui a permis vraiment d'améliorer les machines, ça a augmenté la productivité. Et ensuite, on a connu une révolution numérique qui était la troisième révolution avec l'arrivée des ordinateurs, l'arrivée d'Internet, des technologies de l'information. Et puis aujourd'hui, on est dans la quatrième révolution digitale, qui est la révolution sur voilà, tout ce qui est l'intelligence artificielle, tout ce qui est la question des objets connectés, tout ce qui est vraiment la robotisation. Voilà, donc c'est le monde du travail de demain, mais on est en plein dedans aussi parce qu'on est en train de participer à ça. Et puis, bien entendu, on a aussi eu, et on voit et on constate au niveau du management, le nouveau rapport employeur-employé qui est en train de changer. Donc, tout ça, ce sont des modifications qui sont structurellement très importantes. Alors, un chiffre que je voulais vous donner ce soir, en parlant de ce monde du travail de demain, c'est que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Et il faut savoir que 65% des élèves, des étudiants qui rentrent aujourd'hui sur le monde du travail ne sont pas préparés à ces métiers-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, voilà, pour se préparer à ce monde-là, on sera obligé de retourner à l'école. Alors, on ne va pas forcément retourner à l'école de manière classique avec un professeur et des élèves. Bon, quoique
Si, quand même, parce qu'on aura quand même toujours des écoles qui seront là. Mais aujourd'hui, vous avez la possibilité sur Internet de vous former. Vous avez la possibilité sur Internet de trouver en tout cas des moyens pour se former. Mais en tout cas, ce qui est important de savoir, c'est qu'on va retourner à l'école. C'est-à-dire qu'avant, on réfléchissait, on se disait, je vais au collège, comment, en maternelle, collège, lycée, université, école de commerce, école d'ingénieur. Et ensuite, je commence à travailler et ensuite, j'arrête. J'arrête d'apprendre. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'on va apprendre tout au long de notre vie. Et c'est vraiment une information qui est très importante. On va apprendre tout au long de notre vie, jusqu'à notre retraite. OK? Et on va apprendre sur quel type de compétences? On va se former sur le digital. Le digital va devenir une compétence clé. Donc, vous rendrez compte qu'aujourd'hui, je suis devant vous sur YouTube. Voilà, donc parce que c'est de la visibilité et je pense que demain, de plus en plus de personnes en fait auront en fait une visibilité en fait sur Internet parce que c'est le monde qui nous entoure. On est dans une société ultra connectée, donc on sera amené à se former à des compétences digitales. On sera amené à se former à des compétences sur le développement durable, sur la préservation de l'environnement, toutes les questions liées à la RSE. Donc, on sera obligé vraiment de se former sur ces questions-là. On sera obligé de se former sur les questions liées à ce qu'on appelle l'éducation financière, c'est-à-dire la capacité à comprendre un actif, un passif, la capacité à gérer ses finances, la capacité à augmenter ses revenus, la capacité à multiplier ses revenus. Donc, on sera amené à se former en fait à ces compétences-là et on sera aussi amené à développer des soft skills. Voilà. Donc, les soft skills, ce sont des compétences humaines, vu que la société sera très digitale, très technique, donc on va développer les soft skills. Donc, tout ce qui est bienveillance, donc il faut savoir aujourd'hui que voilà, si vous êtes dans une entreprise et que bah, en fait, vous avez un management autoritaire, ça va être très compliqué. Donc, il y a des formes de management aujourd'hui qui sont de plus en plus participatifs, de plus en plus inclusifs. Donc, on aura vraiment l'occasion de voir que ce rapport-là à nos collègues, ce rapport avec le chef, ce rapport avec la hiérarchie va vraiment changer et ça va s'accentuer. Donc ça, c'est ce que je voulais dire sur le fait qu'on va vraiment se former à ça. Et puis, une compétence aussi qui sera très importante demain, c'est la compétence sur l'entrepreneuriat. Donc, on a découvert Clément, hein, Clément qui est entrepreneur, voilà, qui a 18 ans aujourd'hui. Donc, il y aura de plus en plus de personnes voilà, qui vont en fait se tourner vers l'entrepreneuriat. Avant l'entrepreneuriat, c'était simplement considéré comme une option, comme un moyen d'atteindre la liberté financière. Mais aujourd'hui, on se formera de plus en plus à l'entrepreneuriat et on fera entre 10 et 15 métiers différents. Voilà, que ce soit voilà, dans le monde du salariat, dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, il y aura de plus en plus en fait de sujets voilà, en fait, sur cette question-là de l'entrepreneuriat. Et puis, je voulais aussi vous dire que dans ce monde du travail de demain, à quoi il va ressembler, les nouvelles technologies de l'information, le digital va vraiment transformer les métiers. Donc, il y a des métiers qui vont disparaître. Certains métiers vont disparaître. Donc, certains métiers, en fait, dans les usines vont disparaître, mais ça va donner lieu à la création de nouveaux métiers aussi qui vont aussi apparaître. OK? Et aussi, par exemple, si on prend le métier de conseiller clientèle, un conseiller clientèle, qui va aujourd'hui voir son conseiller clientèle? Qui va aujourd'hui en agence? Je pense que pas grand monde. La plupart de nos échanges aujourd'hui avec notre conseiller clientèle se fait essentiellement en fait sur un téléphone, voilà, sur un ordinateur. Donc, le poste, le métier de conseiller clientèle va évoluer. Donc, il va travailler avec une intelligence artificielle, donc qui va l'assister pour traiter en fait certaines demandes, les mails et tout ça. Donc, il y a certains métiers qui vont être transformés. OK? Donc il y a des métiers qui vont disparaître, il y a des métiers qui vont être créés et il y a des métiers qui vont être transformés. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire et puis, dernière chose, on a connu, pendant cette période du covid, une ubérisation, du monde du travail, OK? Donc avec, bien entendu, l'apparition, en fait, des sociétés, du travail, indépendant, voilà, du consulting qui a explosé, du freelance,
de la question encore d'une forme d'entrepreneuriat. Donc, toutes ces questions-là peuvent nous amener à nous représenter ce monde du travail qui sera et à la fois un monde ultra connecté, donc il faudra se former, et à la fois un monde où il faudra en fait apprendre, développer ses compétences de manière continue, et un monde à la fois qui sera un monde où on va entreprendre. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous dire ce soir, mais ce soir, je ne suis pas seul, donc je vais permettre à chacun de pouvoir donner son avis. Donc, bonsoir, bonsoir Hicham, bonsoir William, bonsoir tout le monde, bonsoir Ashley. Donc, Hicham, quel est ton point de vue sur justement ce que je viens de dire? Déjà, merci pour ce petit échange. Bonsoir à tous. Moi, effectivement, c'est très intéressant tout ce que tu as dit, Rodrigue. Moi, on va dire, si vraiment je devais synthétiser, moi, de mon point de vue, parce que moi, effectivement, je travaille dans le conseil, dans les services financiers, l'assurance, la protection sociale. Donc, moi, j'ai un point de vue déjà qui est quand même assez orienté sur ces secteurs-là. Mais je dirais que il y a trois grandes tendances, moi, que je visualise beaucoup en ce moment. Il y a d'abord effectivement un marché du travail qui demande des talents, mais qui a du mal à en trouver. Donc, on a un marché en ce moment qui est assez tendu. C'est plutôt à l'avantage de ceux qui recherchent un emploi. Il y a une deuxième grande tendance qui sont les difficultés, certaines difficultés qui se sont un petit peu renforcées sur le marché du travail, avec des mesures de protection qui se restreignent, liées au chômage, liées à la retraite, de protection sociale. Une inflation, bien sûr, qui laisse pas forcément toujours les niveaux de rémunération qui n'évoluent pas d'ailleurs au même rythme que l'inflation, permettent finalement une évolution aussi des travailleurs, et puis un plaisir au travail qui est parfois en baisse. Et j'ai envie de dire, la troisième tendance, c'est à l'inverse de ces difficultés-là, des perspectives d'amélioration assez fortes, puisque tout ce qui est, on va dire, QVT, qualité de vie au travail, deviennent un petit peu plus au cœur, les politiques RSE. On sait que le télétravail devrait continuer à se développer. Et puis, comme tu le disais, Rodrigue, il y a, on n'a plus peur de changer de travail et de mettre en avant nos initiatives individuelles. Évidemment, il n'y a jamais eu autant de freelance, il n'y a jamais eu autant de personnes, je parle aussi dans le conseil, en particulier dans le conseil, il n'y a jamais eu autant de consultants indépendants. Et finalement, comme on peut plus facilement se former, plus facilement se reconvertir, effectivement, on est dans une situation qui est différente d'il y a encore 5 ou 10 ans, puisqu'aujourd'hui, changer même régulièrement de job, c'est devenu normal, et c'est peut-être même la tendance qui permet aussi de s'épanouir, de se développer dans sa carrière professionnelle. Voilà un peu les trois grandes tendances sur lesquelles je pourrais développer, mais vraiment en synthèse, qui me viennent à l'esprit. Merci, merci Hicham. Bonsoir William. Alors, je crois que ton micro est coupé. Bonsoir à tous, bonsoir Rodrigue, bonsoir Hicham. Bonsoir William. Alors, quel est ton point de vue sur la question? Sur où va le monde du travail? C'est ça. Alors, il va ressembler. Ouais, donc bonsoir à tous, merci pour votre écoute et l'invitation. Donc moi je suis William, aujourd'hui j'ai 28 ans et puis j'ai été donc sur la question, moi j'étais freelance pendant un moment. J'ai été freelance de 2017 jusqu'à 2021 et aujourd'hui je suis revenu salarié en 2021. En fait, depuis 2021, j'étais redevenu salarié. Donc je rejoins en fait je suis assez d'accord sur ce que disait Hicham. Après, moi, je vais donner un exemple de ma propre vie aussi parce que je sais qu'il y a aussi des jeunes ici, donc pour que vous puissiez vous projeter.
moi, en fait, je crois qu'on est dans un monde où on va de plus en plus être dans l'entrepreneuriat. Enfin, chaque personne va avoir, même un salarié, va avoir une mentalité de plus en plus entrepreneur. Aujourd'hui, même on le voit, enfin, même quand tu parles avec des collègues, ils pensent tous ils te parlent d'investissement ou ils te parlent de projets. Il y en a même beaucoup aujourd'hui, quand je parle avec eux, ils font des projets à côté de freelancing. Et moi, à ma connaissance, ça, je ne crois pas que c'était un phénomène qu'il y avait autant à l'époque, enfin, il y a 20 ans ou 30 ans. Donc, moi, en ce qui me concerne, voilà, je crois qu'on est le monde du travail va de plus en plus vers un monde du travail, que ce soit salarié ou déjà freelance ou déjà chef d'entreprise, une mentalité plus entrepreneuriale, investisseur. Parce que les gens, ils font de plus en plus confiance on va dire, aux freelances, aux gens qui s'expriment, enfin, on voit de plus en plus des pubs, même partout sur Internet. Je ne sais pas si vous voyez, des fois, vous êtes comme ça sur YouTube et là, il y a une main qui est comme ça avec un sourire et tu vois quelqu'un, il est en vacances dans une grosse baraque. Je suis sûr que tout le monde a vu ce genre de pub. Et moi, je crois qu'on est dans un monde où on est de plus en plus inspiré par un mode de vie plus libre, quoi, entrepreneur. Et voilà quoi. Moi, je crois qu'on est de plus en plus dans un monde entrepreneur. Moi, par exemple, en 2017, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a, on va dire, présenté l'entrepreneuriat. Après, je me suis lancé dedans. Et j'ai eu de la chance à ce moment-là parce que je vivais chez mes parents, donc j'avais la possibilité de tester des choses. Donc, tester plus facilement des choses que quelqu'un qui a une famille à nourrir et tout. C'est plus compliqué. Moi, à ce moment-là, j'étais chez mes parents et puis je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et il y a eu des mois où c'était plus dur que d'autres. Il y a eu des mois où je gagnais rien et des mois où je gagnais beaucoup. Mais j'ai appris beaucoup plus que je pense si j'étais resté dans le mode salarial. Et donc j'avais pris ce risque-là pendant quelques années jusqu'à ce qu'en 2021 ça aille mieux. Et là en fait j'étais passé à un moment donc 2021 2020 c'était un peu la galère. Et à un moment 2021 je gagne 2021 je fais mon premier mois à 12 600. Donc j'arrive à vendre un TJM à 500 par jour, ce que avant j'arrivais pas à faire. Et j'ai fait ça pendant 6 mois. Alors TJM, c'est quoi? Parce que... Ah, excusez-moi du terme. C'est taux journalier. Ok. Et le tarif du consultant par jour? Un tarif, ouais, c'est un tarif par jour qu'un consultant donne en général. Voilà. Et ouais, moi j'ai eu de la chance en fait. J'ai juste pensé à m'inscrire sur une plateforme de freelance et qui s'appelait Malte. Et puis dessus, bah voilà, j'ai été pris sur une mission. Au début, je travaillais que une journée par semaine. Après 2 jours. Et après, bah il y a une bonne nouvelle pour moi en fait. Il y a eu la directrice du marketing de la boîte pour laquelle je servais qui a démissionné. Elle voulait partir et du coup, ils avaient besoin de quelqu'un pour un lancement et ils ont pensé à moi parce que bah, ils trouvaient que je travaillais très bien, enfin, par rapport à ce que je produisais en une journée. Eux, c'était eux, ils produisaient en une semaine ou 2 semaines. Et je pense que tout ce que j'ai fait ou ce que j'ai accumulé pendant que j'étais entrepreneur, les gens que je côtoyais pendant que j'étais entrepreneur, en fait, ils m'ont fourni des connaissances et des aptitudes que j'aurais jamais acquises en tant que salarié et une méthode de travail aussi que j'aurais jamais acquise. Et tout ça, en fait, ça m'a aidé quand je parlais avec le CEO, en fait, je pouvais le parler en fait un peu d'égal à égal. Enfin, même s'il y avait toujours un certain respect, j'étais freelance et je m'en foutais s'il me virait, quoi. Parce que j'étais un peu, soit il acceptait, soit il acceptait pas, mais j'étais plus facile, je négociais mon salaire et tout ça. Et donc, j'avais quand même une certaine marge une certaine marge d'autonomie
il me laissait le droit de faire il me faisait confiance sur beaucoup de choses. Et puis en fait, tout ce que j'ai appris en tant qu'entrepreneur, après, ça m'a servi pour l'aider, quoi. Donc, je Super. pense que plus on est, dans cette mentalité d'entrepreneur, plus en fait on peut monter en compétences et, euh, et en fait, même si on redevient salarié après, on a une valeur ajoutée beaucoup plus importante que si on l'avait pas fait. Donc, je recommanderais à tout le monde de le faire si vous avez la possibilité. Et selon vous, est-ce que du coup, on sera tous entrepreneurs, donc, si j'ai bien compris? Est-ce qu'on sera tous entrepreneurs quelque Ah, part? moi, je rejoins William effectivement sur le fait que, effectivement, soit on a l'envie d'être entrepreneur au sens complet du terme, soit même quand on est salarié, bah, on va devoir aussi adopter une attitude d'entrepreneuriat à partir du moment où on entre aussi dans une ère où on n'est plus du tout soit opérationnel, soit manager. On demande les deux maintenant. C'est un petit peu les deux compétences qui sont utiles et il n'y a plus à choisir entre les deux. Tout simplement parce que un opérationnel, il a intérêt à savoir manager pour évoluer. Et un manager, pour pas se faire beurrer les lunettes, entre guillemets, il a intérêt à quand même maîtriser un peu l'opérationnel, voire beaucoup. Donc c'est vraiment une tendance, effectivement, en tant que salariat, bien entendu, dans le salariat, mais aussi parce que, tu en parlais, William, il y a pas mal de plateformes, Malte et les autres, qui se sont mis au service comme jamais des indépendants. Ça, c'est le cas du conseil, qui sont des plateformes qui sont référencées auprès de nombreux clients. Aujourd'hui, dans les cabinets de conseil, les petits, les moyens et les grands ont des partenariats avec un nombre très élevé de freelance. D'une part parce qu'ils n'arrivent pas à trouver à recruter, hein, clairement, mais aussi parce que les clients ont aussi une appétence pour des consultants indépendants. Tu parlais TGM, William. Les TGM sont différents entre un indépendant et un consultant qui travaille pour un grand cabinet. Pour être très clair, il y a certains cabinets qui pratiquent des TGM élevés. Ça ne convient pas forcément à des clients qui préfèrent plutôt qu'avoir des grosses équipes liées à un cabinet entre guillemets un peu cher. Voilà, avoir du sur-mesure avec des indépendants quasiment choisis un par un sur les projets. Évidemment, ça dépend des contextes. Il y a des contextes où on a des gros clients qui ont besoin d'avoir des grandes équipes qui vont préférer faire appel à un cabinet de conseil pour avoir tout de suite une équipe et qui vont travailler au forfait, etc. Mais il y a aussi une tendance chez les clients qui font appel à des consultants, effectivement, de plus solliciter des indépendants. Et puis, il faut aussi accepter que chez nos clients, il y a de plus en plus d'anciens consultants. Donc, ils connaissent aussi le mode de fonctionnement de la prestation de service. Donc, tout cela fait que, effectivement, pour répondre à ta question, Rodrigue, je pense qu'effectivement, on va vers un développement fort. Je dirais pas qu'on va tous être entrepreneurs, parce qu'il y a un déséquilibre après économique qui est sous-jacent. Mais je dirais que avec toutes ces facilités, les plateformes, la capacité à se former plus facilement, moi je dirais qu'on a déjà, ça a déjà commencé. On va presque, j'ai presque envie de dire que changer de travail et de positionnement, en passant du salariat à l'entrepreneuriat et inversement. En tout cas, changer souvent de job, c'est quelque chose qui est presque, j'ai presque envie de dire que ça va être non Mais seulement normal, là, vous êtes des consultants. Vous avez un passé de consultant. J'ai un passé de consultant. Donc, quand on est consultant, quelque part, on est amené à faire beaucoup de missions. On est amené à, voilà, quelque part, développer en fait cette capacité à entreprendre.
Mais comment voilà, justement les personnes en fait qui ne sont pas forcément dans ce secteur du conseil, déjà, est-ce que des personnes qui ne sont pas du tout dans dans le secteur du conseil vont être touchées par cette transformation-là? Et si oui, comment ils Bah, peuvent s'y préparer? Comment on fait? Rodrigue, Rodrigue, tu prends par exemple le secteur public, on est clairement limité, tu vois. Là, on va pas pouvoir aller sur de l'entrepreneuriat. Si tu prends le secteur public, on est sur des domaines où on est forcément dans un schéma où on a un employeur public et où on est soumis à un cadre. Donc, c'est pour ça que je disais que de toutes les façons, dans le modèle économique actuel, on ne pourra pas demain être tous entrepreneurs. À moins que, et ça fait partie de ce que je disais dans la pluralité, la diversité des jobs qu'on va pratiquer, à moins que, effectivement, on s'autorise, comme deuxième job, voilà, d'avoir une activité privée. Par exemple, je suis fonctionnaire, j'ai des horaires très souples, je me permets, voilà, d'avoir une activité parallèle le week-end ou d'être youtubeur, etc. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire que de façon majoritaire, bien sûr que ça va se développer l'entrepreneuriat, mais mécaniquement parce que l'économie est ainsi faite et parce qu'il y a des secteurs publics et certains métiers manuels et certains métiers, je dirais, qui sont des métiers en entreprise. On ne pourra pas tous devenir majoritairement entrepreneurs. Et je m'arrête là pour laisser la parole à William. Ouais, je pense qu'on ne sera pas tous entrepreneurs parce que si tout le monde est entrepreneur, finalement, enfin, il y aura il y aura un déséquilibre. Donc, je crois mais il y aura une plus grande tendance entrepreneuriale, je crois, dans les années à venir. Je crois qu'il y aura un clivage de plus en plus grand en fait entre les riches et les pauvres. Il y aura malheureusement, enfin, il y aura la classe moyenne comme on connaît aujourd'hui, elle va de plus en plus moins exister, ce que je crois. Et il y aura de plus en plus une forte inégalité entre riches et pauvres. Et je crois que ce seront ceux qui auront pris, qui ont pris le devant sur le côté entrepreneurial qui vont être le plus avantagés dans les années à venir. Mais d'où vient ce alors parce que là, moi en fait, la question que je me pose, c'est d'où vient en fait ce désir d'entreprendre? Est-ce que c'est un désir, qui se limite, simplement à se dire en fait: j'ai envie, je sais pas, de gagner, des revenus et donc peut-être que je vais, essayer voilà, d'avoir une autre activité qui va pouvoir me générer des revenus. C'est ce qu'on entend souvent, en tout cas ce que moi j'ai entendu lorsqu'on parle d'ubérisation de la société. Souvent les personnes qui font du Airbnb, des chauffeurs Uber, c'est pour gagner, on va dire, de l'argent supplémentaire en fin de mois, voilà? Ou est-ce que simplement il y a quelque chose de plus profond derrière, qui est simplement le désir de se dire: «En fait, voilà, en fait, je suis sur un métier, je fais des tâches et aujourd'hui, en fait, ce métier-là, ou en tout cas ce travail-là ou cette façon de faire ce travail-là, elle ne me convient plus». C'est un peu ça que j'essayais de dire la dernière fois en parlant du sujet sur la retraite. C'est que, moi, sans faire de politique, hein, mais moi, en tout cas, j'ai entendu beaucoup de personnes dire que même si, heu, on réduisait, l'âge du départ à la retraite, il y aurait quand même d'autres revendications. Donc, est-ce que quelque part, on n'est pas rentré aujourd'hui, dans une nouvelle ère où en fait les gens se sont posés en fait pendant le covid, ils se sont posés ces questions-là, existentielles, ces questions-là de sens, ces questions-là de: «Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je fais cette tâche? Est-ce que ce que je fais, ça apporte de la valeur, à ma vie? Est-ce que, voilà le fait, de passer un peu plus de temps avec ma famille, l'entrepreneuriat va me permettre d'avoir ça aussi?» Moi, j'aimerais qu'on se pose la question de aussi, avoir votre avis de pourquoi aujourd'hui, au-delà, voilà, de certaines questions, pourquoi ce désir-là de se dire: «Ben, en fait, on veut, entreprendre». D'où ça vient? J'aimerais avoir votre avis sur ça. William, tu veux peut-être que démarrer? Alors, oui, je vais démarrer.
Je crois qu'en fait, ce désir-là, il vient tout simplement enfin, il est personnel en fait à chacun. Je crois que chaque personne a des motifs différents. Et l'un, il va dire, bah, c'est peut-être c'est pour apporter quelque chose, pour être à son plein potentiel, apporter, se découvrir et puis transmettre aux autres. Ça peut être transmettre aux autres, ça peut être s'épanouir tout simplement dans son travail et trouver un sens à sa vie en fait en servant les autres, en aidant les autres. Et la meilleure façon de le faire, c'est avec le travail. Je pense que c'est quand tu fais une activité que tu aimes, tu vas pouvoir, aider et tu vas pouvoir résoudre des problèmes que des personnes ont et les aider et je pense que c'est là où tu vas pouvoir, tu auras plus d'influence, en faisant quelque chose que tu aimes ou en quelque chose dans lequel tu te sens aligné que si tu ne l'es pas. Heu, c'est ce que voilà, je crois plus à ça. Moi, ma femme, par exemple, elle est prof, elle aime ce qu'elle fait, elle aide les enfants, elle voit pas vraiment le temps passer quand elle est là-bas. Moi, j'aime ce que je fais, j'aide les gens à réaliser leurs rêves à travers l'internet et tout et c'est quelque chose qui me passionne. C'est-à-dire je sens pas vraiment le temps passer quand je le fais aujourd'hui. Après peut-être que ça changera et ça sera autre chose, mais en fait, c'est ça, je pense que c'est se lever le matin et aimer ce qu'on fait, et je pense que c'est ce que veulent les gens, enfin, de plus en plus, ils veulent pas avoir, seulement du plaisir quand ils sont à la maison, mais ils veulent de plus en plus aimer leur vie, intégralement, quoi. Bien sûr. Ouais, je te rejoins, William. Effectivement, moi, j'ai également fait dans les deux sens, hein. Je suis passé de l'entrepreneuriat au salariat et inversement. Je pense qu'effectivement, l'indépendance, c'est important, notamment vis-à-vis de la hiérarchie, hein. Bonsoir Clément. Bonsoir Bonsoir. Clément. Bah, alors, on fera pas une truc, mais voilà, si tu veux intervenir, n'hésite pas aussi, hein. Mais bonsoir Clément. Vas-y, Cham. Ouais, donc voilà, donc il y a effectivement cette indépendance qui est souvent revendiquée en disant voilà, j'ai une hiérarchie, je suis un petit peu sous le joug de ma hiérarchie, j'ai envie de m'en libérer, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de volonté de libérer ses énergies, ses compétences, ses expertises. Il y a la volonté aussi de mettre en musique sa stratégie quand on a une idée claire de son business et qu'on a envie de l'exprimer pleinement. Il y a la volonté aussi, je crois, d'exploiter son réseau. On a de plus en plus, et c'est valable dans le conseil, mais aussi dans d'autres secteurs, on a tous son réseau un peu en intuitu personae. On connaît des clients avec qui on a une très bonne relation. Donc, on veut aussi exploiter ça parce qu'on se dit que si quelqu'un le fait à notre place, c'est moins efficient. Et je crois que il y a aussi cette envie d'exprimer voilà, ces initiatives individuelles. La façon d'entreprendre, elle n'est pas forcément individuelle, hein, je m'entends bien. On peut, lorsqu'on démarre un business, s'associer avec quelqu'un pour monter une boîte avec plusieurs personnes, plusieurs copains, etc. Mais voilà, l'idée, c'est aussi de mettre en musique des idées qu'on a et qu'on n'arrive pas à exprimer en milieu salarié. Ok, très intéressant, hein, très intéressant. Bonsoir Marc. Alors, à toutes les personnes qui sont sur YouTube, si vous souhaitez intervenir, si vous voulez vous intervenir pendant le live, je vous ai mis un lien privé. Donc voilà, le lien privé vous permet d'intervenir. Donc Clément et puis toutes les autres personnes, vous cliquez sur le lien privé et puis vous allez pouvoir en fait intervenir. Donc bonsoir Marc. Bonsoir à tous. Désolé pour la caméra pour ce soir, ça va être un peu compliqué. Donc, ça va être un peu compliqué. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, c'est quoi ton avis sur le sujet? Alors, suite à la dernière question ou juste le sujet de façon globale? Sur le sujet, et puis si tu veux répondre à la dernière question. Alors, je vais peut-être te rebondir sur la dernière question en fait, qui a été posée, notamment de savoir pourquoi justement les gens ont tendance à vouloir privilégier
enfin, quels sont les critères en fait qui poussent les gens à se pousser à l'entrepreneuriat? Enfin, de mon point de vue personnel, je vois trois aspects, que j'ai remarqué autour de moi, et moi personnellement aussi pour avoir justement en fait euh, tenté en fait cette initiative-là. C'est dans un premier temps en fait un besoin de voilà de je pense que c'est un point qui a peut-être, que William avait pointé assez rapidement, c'est l'impact qu'on a justement en fait dans ce qu'on fait, dans le travail qu'on peut fournir justement en fait par rapport à notre compétence, au domaine au client, on va dire de façon générale, parce qu'il s'agit du client et tout. Donc souvent, après ça dépend des secteurs d'activité, mais je pense qu'en tant que salarié, on sent l'organisation en fait dans laquelle on se trouve, qui est parfois hyper hiérarchisée et tout. On n'a pas forcément en fait ce retour, cette satisfaction personnelle d'avoir eu un impact, on va dire, comment dire, réel en fait sur ce qu'on fait. Et il y a aussi ce besoin en fait de satisfaction personnelle qui peut pousser certaines personnes justement en fait, à se dire que oui, ben, attends, j'ai la possibilité de pouvoir proposer ce service que je fais, c'est dans le cadre d'une boîte où je travaille pour un patron et tout, mais j'ai pas l'impression que ce que je fais est hyper valorisé. Parce que au-delà de ça, en fait, c'est vrai qu'on parle du fait qu'il voilà, y a une certaine satisfaction au travail qu'on cherche et tout, dans cette satisfaction personnelle et tout, c'est aussi ben, le gain que de l'impact qu'on peut avoir en fait au travail de ce que nous faisons, enfin, on propose aux clients. Et la voie de l'entrepreneuriat en fait permet justement en fait en tout cas pour les personnes encore pour qui c'est assez important en fait cet aspect-là en fait, de pouvoir justement en fait ben, se dire que là moi je sais que j'ai intervenu sur une mission, j'ai fait cette mission, mon client était content et je le reçois en fait. Donc je reçois cette action personnelle là en fait, du fait que ben, j'ai pu travailler sur un truc, je sens que le client est content et il a envie de continuer à travailler avec moi. Donc, il y a aussi cet aspect d'avoir un impact réel, donner un sens réel, en fait, de ce qu'on fait et l'impact qu'il peut avoir, en fait, justement, vis-à-vis, en fait, de la société ou du client pour lequel on travaille. L'autre aspect, je dirais, c'est peut-être aussi, et ça, moi, je pense que c'est un aspect qui est indéniable aussi, ben, c'est un besoin de liberté, tout simplement. Voilà, donc la possibilité de pouvoir organiser, en fait, son temps voilà, de façon à avoir un équilibre voilà, entre vie familiale et vie professionnelle. Et comme dans ton live tout à l'heure, tu disais que, ouais, et ça c'est une réalité qui est vraie, c'est qu'on passe plus de temps euh, dans notre vie avec plus nos collègues qu'avec ben, la famille, nos proches et tout. Et ça, c'est un aspect que ben, justement, qu'avec la période Covid qu'on a pu avoir et tout, ben, le fait de pouvoir se retrouver ben, enfermé à travailler à distance, mais là, on est obligé en fait, voilà, travailler, voir sa famille, ses enfants et tout. Je pense que ça a beaucoup suscité quand même, enfin, il y a eu un éveil de conscience pour dire effectivement, ouais, euh, il y a ce qui en fait, il y a ce qui va durer, d'accord, et il y a ce qui va durer un certain moment. Il faut qu'on travaille parce qu'on va travailler en fait durant notre vie active, on travaille et tout. Bah, au bout d'un moment, bah, voilà, on travaille pour quoi? Voilà, on travaille pour survivre à nos besoins, on travaille pour donner une meilleure qualité de vie à notre famille, à nos proches et tout. Donc en fait, le but essentiel en fait derrière ça, c'est juste que me dire, vu que je travaille pour ça, il faut que j'entretienne aussi cette qualité de vie. Enfin, c'est ce pourquoi je travaille, cette relation-là en fait justement. Et je pense que la période post-Covid, en fait, je ne dis pas que le freelancing n'existait pas avant, mais c'est comme s'il y avait un boost qui s'est fait et que les gens se sont été face à eux-mêmes pour dire, mais finalement, en fait, voilà, qu'est-ce que je recherche réellement? Et ça a poussé beaucoup de personnes, justement, en fait, à, à se lancer au freelancing, à tester, justement, en fait, cette opportunité-là. Comment je le sais? Parce que moi, je travaille dans un domaine où on crée des sociétés. Enfin, je suis juriste, en fait, en cabinet. Donc, on crée des sociétés de tout type. Et on est beaucoup axé vraiment, en fait, par rapport à l'actualité. On s'est rendu compte qu'il y a eu un boom. C'est un rapport de l'INSEE qui, justement, en termes de création d'entreprises, entreprises individuelles ou même en société, qui passent en société, ben, en fait, durant la période post-Covid, en fait, il y a eu comme une certaine accélération, en fait, de ce domaine, de cet aspect-là. Donc, il y a aussi cet aspect-là qui fait que, ben, effectivement, on peut dire que oui. Pourquoi les gens se lancent là-dedans, c'est peut-être voilà, avoir une certaine liberté pour organiser son temps et puis voilà, trouver cet équilibre professionnel et familial et tout. Et le dernier aspect, on ne va pas se cacher et tout, ben, aussi, c'est pour gagner de l'argent. Il ne faut pas se mentir non plus. Voilà. En tant que salarié, tu ne vas jamais, enfin, on parlait tout à l'heure en fait, de taux journalier, tu ne vas jamais avoir en fait ce même
ce même taux ce même gain en étant salarié qu'en étant en fait indépendant. C'est sûr qu'en étant indépendant, on prend plus de risques, effectivement, parce que bah, tu te mets à la place en fait de l'employeur, qui est lui l'entrepreneur qui va aller chercher justement la clientèle. Et ça, il faut avoir des compétences, il faut avoir une stratégie, et c'est pas donné à tout le monde et tout. Mais voilà, quand on arrive justement en fait à pouvoir se créer un réseau et dégager, enfin avoir de la clientèle, ben, c'est sûr que derrière, en fait, ben, la prestation, lorsqu'on facture, c'est pas la même que justement quand on travaille dans un cabinet de conseil en tant que salarié. Tu sais que chaque fin du mois, bah, tu as ton salaire qui tombe et tout. Enfin, le risque n'est pas forcément le même, hein, voilà, parce que tu ne prends pas le même risque parce que c'est pas toi qui vas chercher le client, c'est pas toi qui va, enfin, toute la communication, le marketing derrière, le business concernant la création de la valeur, cette chaîne de valeur et tout, c'est pas toi qui vas le faire. Toi, tu viens juste faire une tâche spécifique en fonction des compétences pour lesquelles j'ai été employé. Donc, c'est pas la même chose et tout. Donc, aussi, il y a ce besoin aussi de, voilà, se dégager, par exemple, voilà, certains patrimoines, certains revenus, en plus de ce qu'on fait. Voilà. Voici pour moi les 3 points en fait qui peut-être voilà, que j'ai remarqué et à mon sens aussi à titre personnel, voilà, qui poussent souvent les gens peut-être voilà, à se tourner vers l'entrepreneuriat. Mais de façon globale, on rencontre aussi une forme hybride en fait de cette transformation du travail où on est salarié, mais on commence à avoir un side project à côté. Voilà, je peux continuer, voilà, enfin, je propose voilà, des services, j'organise mon temps en fonction de ça et tout. Donc, on a un peu cet aspect-là, en fait, que de plus en plus, voilà, on ne prend pas trop de risques parce que je garde quand même mon salaire, mais je me lance un peu d'entrepreneuriat, je vois comment ça se passe et tout. Et si ça arrive à exploser, ben, je me mettrai en full indépendance. Il y a aussi cette possibilité-là aussi. Mais selon les secteurs, peut-être le cadre légal, forcément, ne permet pas. Ce n'est pas tout le monde qui est amené en fait, justement à pouvoir le faire et tout le monde n'a pas le goût du risque en fait. Voilà, qui préfèrent vraiment avoir leur position de salaire, voilà et tout, parce qu'entre-temps, bah, quand tu as une famille derrière et tout, c'est pas évident de se lancer. Je ne suis pas tout seul en fait dans le bateau, donc bon, là, je pense que la sensibilité au risque en fait n'est pas la même en fait. Pour quelqu'un qui, voilà, bon, peut-être qui se lance tout de suite et qui est tout seul, célibataire et qui s'est dit, bon, voilà, je peux tenter certaines choses, quoi. Voilà un peu mon point de vue sur le point, enfin, sur ta question et un peu sur le sujet, quoi. Non, mais c'est Mm. intéressant. Et du coup, est-ce que vous, dans votre activité, qu'elle soit salariale ou entrepreneuriale, est-ce que vous avez découvert votre pourquoi? C'est-à-dire, Bah, c'est-à-dire le sens, la mission de ce que vous êtes en train de réaliser. Parce qu'on a dit que, bah, en fait, pendant cette période du Covid, d'ailleurs, on a observé en fait un phénomène qui est le phénomène de la grande démission aux États-Unis, où il y a plus d'une trentaine de Mm. personnes. Alors, c'était exceptionnel de voir ça parce que c'était des personnes du monde, enfin, voilà, des jeunes, des seniors, en fait, et ça a touché tous les secteurs d'activité qui ont démissionné. Et puis, on a observé aussi ce phénomène-là aussi en France, où il y a eu de plus en plus de personnes aussi qui ont démissionné aussi. Donc, et la question qui revenait, en fait, les gens disaient, en fait, on a besoin de sens dans ce qu'on fait. Donc, ma question, c'est, est-ce que vous avez personnellement, en fait, découvert votre sens ou voilà, votre mission? Il y a beaucoup d'enjeux hein, aujourd'hui. Il y a les enjeux écologiques, voilà, sociétaux, sociaux. Est-ce que voilà, la dernière fois, on a parlé d'un sujet sur les retraites. On a vu qu'il y avait un camp macroniste et un camp voilà, qui ne l'était pas. Donc, les gens ne voulaient pas forcément travailler plus. Après, voilà. Est-ce que vous avez découvert, vous, votre pourquoi? Pourquoi vous faites ce travail-là? Moi, si je peux répondre, je dirais que oui. Enfin, enfin, oui, je dirais dans un sens, oui, parce que sinon, j'aurais changé de secteur d'activité et tout. Pourquoi? Enfin, je l'ai retrouvé justement en étant, comment dire ça, lorsque j'ai commencé à, voilà, vouloir enfin, me mettre à mon compte,
Voilà, donc créer une société et proposer des prestations de services d'accompagnement de A à Z hein, pour entrepreneurs justement sur le cadre juridique, comment choisir son statut, pourquoi acheter ici, la protection sociale, l'enjeu, et puis on fait de la stratégie aussi d'un point de vue fiscal. Enfin voilà, vraiment un accompagnement en fait global en fait dans ce sens-là. Et je trouvais que c'est pas forcément ce que, enfin, des retours des clients que j'avais, en fait, la question que je me posais, c'est que ce qu'on leur proposait, en tout cas ce qui était proposé en fait sur le marché, on va dire, par rapport à leurs besoins et tout, euh, ils n'avaient pas forcément, enfin, c'était un peu parcellisé. C'est-à-dire, je dis pourquoi je dis parcellisé. Tu crées une société, tu vas aller voir par exemple un avocat ou ton expert comptable, ou après, bon, quand tu es une société commerciale, tu es obligé en fait de tenir des comptes, donc tu vas avoir ton comptable. Et après, derrière, ben, il faut du conseil parce que aussi le cadre légal, en fait, peut te permettre en fait, de scaler ton business parce que, bon, même si la forme sociale n'est pas forcément adaptée à ce que tu fais, à tes besoins et tout, mais en fait, ça peut être un groupe financier et ce n'est pas forcément adapté. Donc, il te faut derrière du conseil. Et bon, ça, c'est le rôle souvent de l'avocat, l'expert comptable et tout. Et aussi, ben, en fait, ben, le fait qu'effectivement, ils sont dans un schéma qui est différent du salariat, le fait que, voilà, par rapport aux cotisations qu'ils ont et tout, enfin, tous ces aspects-là et tout. Et moi, ce que je proposais, c'était vraiment, en fait, de m'entourer de personnes justement qui proposaient ce type de service-là. Et de façon à leur proposer un package. C'est-à-dire que je t'accompagne, je crée ta société, mais de A à Z, en fait, dès lors que tu auras besoin en fait, d'une prestation ou un truc, en fait, tu as vraiment une formule globale et tout. Et ça, je trouvais que ça avait plus un impact, voilà, enfin, dans tout ce que je proposais, de faire un intermédiaire, d'avoir un seul intermédiaire, en fait, où justement, où je faisais l'intermédiaire entre, voilà, entre le comptable, la personne, justement, dont ils avaient besoin. Ils avaient un seul interlocuteur, en fait. Donc, c'est un schéma, effectivement, que j'avais proposé qui a tendance, qui marchait plutôt bien, parce que, bon, en fait, tu facilites le langage, justement, en fait, parce qu'une personne qui se lance et tout, bah, le langage du comptable, de l'avocat, c'est vraiment différent et tout, donc c'est pas forcément adapté, mais voilà, et tout. Et quand je l'ai proposé comme ça, en fait, je trouvais qu'il y avait un réel impact, en fait. Et je trouvais que ce que je faisais, en fait, n'était voilà, pas juste de la paperasse et tout, mais il y avait un réel enjeu d'accompagnement, en fait, pour ces clients-là. Voilà, de porter vraiment leur projet, ben, c'est-à-dire s'intéresser au business du client. Hein. C'est au-delà de pouvoir proposer un truc qui est vraiment adapté, il faut s'intéresser à son business, comprendre en fait ce qu'il en est. Ben, ça te demande aussi d'aller te former, comprendre en fait son langage, enfin, voilà, tout ça et tout. Et comme le disait tout à l'heure William, en fait, ben, effectivement, que l'entrepreneuriat, c'est un bon moyen de se former, en fait, parce que tu auras des questions que tu n'auras jamais vues à la fac ou en école de commerce pour apprendre et tout, mais sur le coup, tu apprends beaucoup. Voilà, tu te formes, il y a des choses que tu pour pouvoir proposer justement en fait quelque chose d'assez complet et sur mesure en fait à ton client. Donc moi oui, je dirais que oui, j'ai trouvé un sens parce que je trouve qu'effectivement en faisant ça en fait, j'ai un réel impact en fait sur ce que voilà sur un besoin en fait voilà que le client me propose et tout et j'arrive justement en fait à pouvoir y répondre et tout. Voilà, ce que je ne retrouve pas forcément quand j'étais salarié ou je travaillais dans un cabinet d'avocat où voilà, on intervenait sur un gros projet, tu interviens juste une partie. Tu sais pas, le A et le Z, tu interviens juste une partie. Et ça, moi, j'avoue, j'avais un peu du mal avec ça parce que, bon, en termes de, c'était la structure dans laquelle j'évoluais et tout. Et j'ai besoin d'avoir une vision globale, en fait, de ce que je fais. Et ça, je ne retrouvais pas forcément, en fait, Après, ça dépend des structures, hein, en tant que, voilà, dans la structure dans laquelle je travaille, quoi. Et ce que j'ai pu retrouver en tant qu'entrepreneur. Voilà. Ok, donc c'est accompagner, en fait, apporter de la lumière, parce que c'est vrai que des fois, le langage juridique, enfin, on ne comprend rien du tout. Hein. Donc, c'est apporter la lumière sur des sujets qui sont un peu, on va dire, compliqués, et puis avoir une vision un peu globale, en fait, sur la finalité de ce que tu fais. C'est très intéressant. Hicham, toi, est-ce que tu as trouvé ton pourquoi dans ce que tu fais? Oui, alors ben, moi, c'est vrai que ça fait longtemps que je l'avais trouvé. Moi, je n'ai pas attendu le Covid. Ah, Hein, mais quelle chance, ça fait, quelle chance. ça fait 23 ans que je fais du conseil, t'imagines? Donc, effectivement, moi j'ai une ligne directrice depuis des années qui est de rendre service à mes clients. J'ai la chance d'avoir des clients qui sont super, qui me font confiance, qui me confient des projets vraiment de tout type et qui me suivent et que je suis depuis de longues années. Donc moi, vraiment, je suis, comme on dit, customer oriented. Donc c'est vrai que c'est ma grande ligne directrice. Le fait de résoudre finalement les problèmes de mon client dans le métier que je fais, le consulting, on peut pratiquement traduire
la définition du consulting par problem solving, hein, c'est vraiment de la résolution de problèmes permanente. Donc, c'est une ligne directrice, c'est une motivation. C'est aussi apprendre des choses. Et puis après, sur l'impact, on sait qu'on développe des projets, on sait qu'on contribue à un bien-être qui n'est pas simplement économique, mais par extension sociétale. Bien sûr, ce qui a pu on va dire, être enrichi avec les années, c'est évidemment les notions d'humain, de valeurs humaines. Et là encore, quand dans mes missions, je suis amené à travailler sur des volets RSE, ESG, là, je vois directement, c'est vrai, ma contribution. Alors, ça va de mettre en place des politiques RSE, les définir, les mettre en place, comme répondre aussi à la conformité, hein, puisque on a beaucoup de RSE qui est lié aussi à des lois, hein, des lois françaises ou européennes, de mise en place de transparence notamment, sur l'impact sur le climat, la biodiversité, etc. Donc du coup, il y a aussi, on arrive toujours aussi à trouver ces éléments-là. Mais moi, ma ligne directrice, c'est vraiment de rendre service à mes clients et de valoriser l'humain déjà dans le relationnel, puisque c'est vrai que je suis pas le seul, hein. Je fais partie de ceux qui aiment bien avoir une relation conviviale avec mes clients. Et j'ai cette chance aussi, ça fait partie du conseil, on n'est pas des commissaires aux comptes ou des auditeurs qui sommes obligés de garder une distance avec nos clients. On a cette chance de partager finalement leurs objectifs et de parfois même prendre un peu en responsabilité des projets pour les mener à bien et de résoudre leurs problèmes. Donc ça fait partie vraiment des grandes lignes directrices. Et puis, je dirais que ça me fait un petit peu revenir à la question d'avant, hein, mais je dirais que l'entrepreneuriat, s'il continue à se développer, et ça, c'est toute l'interaction qu'il y a entre le monde des salariés, des fonctionnaires, etc., et le monde des freelances, moi, je crois beaucoup à l'interaction entre les deux mondes, et il est quand même probable qu'à voir se développer l'entrepreneuriat, les entreprises boostent aussi les systèmes de participation interne, tout ce qui va permettre de mettre en valeur justement les salariés, pour aussi faire en sorte que demain le salarié soit un petit peu aussi actionnaire de l'entreprise, qu'il soit un mini chef d'entreprise, pour l'associer non seulement pour qu'il soit plus valorisé, mais pour qu'il ait un meilleur bien-être aussi, et puis pour qu'il finalement être un rempart, puisque s'il y a concurrence qui continue à s'aiguiser entre le monde des freelances qui augmente fortement, et l'entrepreneuriat, il est fort à parier que les employeurs, on va dire, cherchent à plus attirer avec ce genre de politique, participation, valorisation, RSE, etc. C'est très intéressant tout ce que vous dites. Alors, il y a Gilles qui dit on conseille, on accompagne nos clients. Ok. Et ceux qui ne sont pas en conseil, qu'est-ce qu'ils font? Alors, William, c'est quoi ton point de vue sur le pourquoi? Est-ce que j'ai trouvé mon pourquoi? Est-ce que tu as trouvé ton pourquoi? Et quel est-il? Alors, alors moi, en ce qui me concerne, le pourquoi, je dirais, c'est au début, quand j'avais déjà écrit sur mon cahier, qu'est-ce que je veux faire, j'avais déjà réfléchi à ce genre de questions-là. Et mon pourquoi profond, en fait, c'était de partager l'évangile. Parce que je suis chrétien. Et du coup, je me pose, j'écris, et du coup, je commence à chercher des personnes et trouver des clients et tout ça. Et j'ai commencé à trouver des personnes. Je le faisais bénévolement au début. Après, il y a eu des personnes même qui me payaient, qui me rémunéraient pour le faire. Mais après, aujourd'hui, c'est vrai que ça ne m'a pas permis d'en vivre, parce que c'est aider les associations et tout ça, c'est souvent, c'est compliqué de faire payer.
Et quand on fait payer, bah, il n'y en a pas tous les jours des clients. Enfin, voilà, il y a une réalité aussi. Je crois qu'il y a un auteur qui s'appelle Robert Kiyosaki qui parle en fait du rêve. En fait, que l'idéal, c'est de trouver quelque chose que tu aimes faire, mais pas que seulement que tu aimes faire, aussi qui te rémunère. Et aujourd'hui, je sais qu'il y en a qui ont trouvé quelque chose qu'ils aiment faire, qui rémunère, comme moi, qui voulait faire ça, peut-être. Mais moi, en tout cas, ce qui me concerne aujourd'hui, ça n'a pas été. Aujourd'hui, j'ai dû aussi m'aligner aussi à une sorte de réalité pour le moment dans la transition dans laquelle je suis. Je pense qu'il était pour moi, je pense à mon stade aujourd'hui, je crois qu'il est mieux que j'aide des personnes dans le monde. Peut-être même c'est un parcours qui est plus intéressant pour moi à mon stade aujourd'hui. Donc des fois il y a le rêve et des fois il y a aussi la réalité. Et du coup aujourd'hui, j'ai aidé plusieurs entrepreneurs, donc des associations comme des associations chrétiennes, des entrepreneurs seuls, des entrepreneurs, des petites entreprises, des grosses entreprises très connues. J'en ai aidé plusieurs, des startups. Et en fait, en faisant plein de clients différents, j'ai trouvé là où je me sens le mieux aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça va rester, que ça ne va pas changer, mais aujourd'hui, là, pour le moment, en ce qui concerne la rémunération, le plaisir et le sens, là où il y a le plus une note plus élevée, aujourd'hui, ça va être les startups. Parce que les associations et tout ça, là, il y avait un sens, il y avait du plaisir, donc 10 sur 10 en plaisir, 10 sur 10 en sens. Mais en rémunération, aujourd'hui, j'ai pas trouvé un truc qui était à 10. Par contre, les startups, voilà, là, je me fais un calcul, j'ai dit, plaisir, on va dire 9, 9,5, voilà, mais ça sera jamais 10 comme bien sûr l'autre qui touche plus à mon cœur. Sens, donc 9,5, plaisir 9,5, et rémunération 10. Donc, j'ai dû choisir aussi. Et là, je me plais beaucoup parce que je vois après une autre réalité. Je vois aussi ce qui m'a touché, en fait, quand j'ai vécu le quotidien, c'est de voir, finalement, je parle avec le CEO et je réalise qu'il a un vrai problème, en fait, que si sa boîte, elle démarre pas, ça va pas, ils font faillite et en fait, il y a lui, puis toutes les gens de la boîte qui partent et qui sont en galère. Lui, il a investi toute sa vie dedans, 10 ans de recherche et tout ça. Donc, c'était une boîte de création d'édition de logiciels. Et en fait, par mon aide, il passe d'une situation où il fait faillite à une situation où il survit, où il va prospérer. Et c'est vrai que je l'ai aidé à ce qu'il décroche une vingtaine de clients dès que je suis arrivé, enfin l'année où j'étais, par les moyens de l'Internet. Et il a fait une levée de fonds sur la base que sa société était valorisée 50 millions. Donc, une levée de fonds de 9% à peu près. Et ce qui a permis de sauver sa boîte la première année en 2021. Sinon, il y aurait la situation, on ne sait pas comment ça aurait été. Mais j'ai découvert en fait aussi que les gens, dans le séculier et tout, ils ont des problèmes. Ils ont des réels problèmes, des enjeux. Et en fait, quand tu es entrepreneur et que tu parles avec le CEO directement ou des gens plus en haut, ça, tu peux moins le faire quand tu es salarié. Et en fait, tu réalises aussi des enjeux qu'ils ont eux, des challenges qu'ils ont eux. Moi, les gens me racontaient leur vie, leurs enjeux et tout ça. Et c'est ça qui m'a aussi le plus touché, c'est basculé vers aussi un pourquoi. Donc, il y a eu 2 pourquoi dans ma vie. Et ces 2-là que j'ai cités, ça reste aujourd'hui mes deux pourquoi. Donc, je pourrais dire que oui, aujourd'hui, j'ai découvert mon pourquoi. Aider simplement des gens à réaliser leurs rêves, leurs objectifs. Max, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je dirais oui, des relativités, oui, forcément, il y a une personne, parce que derrière, oui, en fait, tu n'aimes pas, parce que tu proposes, par exemple, une personne qui répond aux besoins de personnes, de la mobilité des personnes qui produit des voitures, créer des voitures, en fait, c'est pour répondre à un besoin. Ce besoin, justement, en fait, proposer des véhicules, en fait, aujourd'hui, on est en train de passer à une forme de transition qui est en train de passer, on passe à l'énergie parce qu'il y a des préoccupations, en fait, environnementales, en fait, qui se présentent tout. Mais derrière ça, c'est quoi? C'est que je propose un produit
qui va justement en fait te servir à quelqu'un en fait pour un besoin de mobilité qu'il a. Je pense cet exemple et tout. Donc oui, forcément en fait, voilà. Ce sens-là, on va le retrouver justement à travers à travers ce que je suis en train de faire, mais l'impact de pouvoir répondre aux besoins enfin, dont tu as besoin en fait X personnes, sans forcément la connaître ou pas en fait. Et pour moi, oui, forcément, il y a un lien. Voilà. Et c'est d'autant plus ça qui donne en fait un sens vraiment en fait à dire que en fait, je sers à quelque chose. Voilà, je vis dans une société où on vit tous, voilà, on contribue tous en fait de façon chacun à son échelle et tout. Mais j'ai par ma compétence, par mon travail en fait, le sentiment d'avoir aidé quelqu'un, voilà, en fait, à répondre en fait à un besoin. Donc pour moi, je pense que c'est vraiment quelque chose de vital, essentiel. L'homme est très, enfin, et je crois que c'est un philosophe, je crois que c'est Jean-Jacques Rousseau qui dit nous sommes des êtres sociaux, en fait, enfin, ouais, des êtres de sociaux, pardon. Mais voilà, derrière ça, en fait, c'est que on travaille l'activité que je fais, ben, j'ai cette recherche-là intrinsèque en moi, en fait, de dire que oui, ça va peut-être aider quelqu'un, en fait. Ça va permettre de résoudre le problème de quelqu'un. Ce que ce soit, tu prends pour un médecin, tu prends pour une personne, un ambulancier, tout ça et tout. Enfin, l'activité qu'il fait derrière, il y a un impact parce qu'en fait, oui, voilà, faut pas faut pas se mentir. Vu qu'on est des êtres sociaux, en fait, on a tendance à être tourné vers les autres, que ce soit au niveau de notre cercle, notre cellule en fait proche, familiale et tout, mais aussi ben, dans la société dans laquelle on est. Je voulais juste rebondir sur un point, et c'est tout à l'heure quand on parlait, qui me montait tout à l'heure, pourquoi cet engouement-là, en fait, qu'on a remarqué effectivement sur pour les personnes de se lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, je trouve qu'on a regardé d'un seul point de vue. Un point de vue, en fait, de la personne qui était salariée et qui veut se lancer pour avoir une certaine liberté et tout. Mais on se rend compte que finalement, ce phénomène d'ubérisation, en fait, du travail commence à être apprécié, justement, en fait, par eux-mêmes des employeurs. Pourquoi je dis ça? Le point étant que c'est que aujourd'hui, en tout cas, je parle pour la France et tout, ça revient moins cher de passer par un freelance qui va intervenir sur une mission spécifique, un besoin spécifique, que d'employer une personne en fait en CDI sur du long terme et tout, qui va te coûter quasiment 2 fois plus en fait, voilà. Donc parfois, en fait, c'est parfois pour certaines entreprises, notamment les startups, en fait, qui ont tendance à privilégier ça parce que forcément, elles n'ont pas forcément cette force capacité des trésoriers euh, pour pouvoir justement en fait compenser, enfin pour pouvoir survenir justement, supporter pardon cette charge salariale et tout. Et parfois c'est plus intéressant pour elles en fait de passer par une personne indépendante où elles vont pas gérer en fait tout l'aspect cotisation. En fait, l'indépendance c'est ça en fait, c'est que tu gères toi-même tout seul. Voilà, on te paye. Bon, c'est pour ça aussi. Bon, tu gagnes un peu plus, mais derrière, en fait, ben, c'est toi qui gères en fait ta carrière, c'est toi qui gères tes cotisations sociales, ta retraite et tout, c'est pour ta peau. Voilà, c'est pas pour l'employeur et tout. Et en termes même comment dire ça, de gestion, enfin, administrative derrière, en fait, c'est plus simple pour un employeur, voilà, de pouvoir passer par une personne. Après, ce n'est pas tous les secteurs qui s'y prêtent. Hein. Il y a certains secteurs qui sont un peu assez sensibles parce que bon, il y a le secret professionnel, il y a les données qui sont personnelles et tout. Donc, voilà, on ne peut pas se permettre de tout. Bon, ça dépend du cadre de certains secteurs. Mais moi, c'est un truc que j'ai remarqué qu'aujourd'hui, ben, il y a certains secteurs, normalement, en fait, dans le monde informatique, ils font beaucoup recours en fait, à des freelances. Parce qu'effectivement, oui, peut-être ça coûte moins cher d'employer un développeur sur une mission spécifique, parce qu'on a un besoin spécifique, que d'employer une personne en fait en CDI, voilà, qui va te coûter 2 fois plus cher. Et voilà, donc que tu vas supporter parce que la personne, mais effectivement, voilà, il y a ses congés, il y a tous ces aspects-là en fait administratifs qu'il faut gérer et financiers. Voilà, parce qu'on ne voit pas souvent, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, il y a le coût salarial. Tu embauches une personne, en fait, tu vas payer 35K, il va te coûter à peu près 50 000 euros en termes de cotisation patronale. Mais encore faut-il derrière, il faut dégager le chiffre d'affaires pour pouvoir justement absorber ça. Et ce n'est pas forcément évident en fait, pour une personne d'entrepreneur. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a certaines entreprises, parce qu'elles n'ont pas ce besoin, elles n'ont pas cette capacité-là. Voilà, elles apprécient aussi justement que mais il y a aussi cet aspect-là et tout. Donc, c'est un aspect qu'on n'a pas pointé, mais moi, en tout cas, autour de moi, j'ai tendance à remarquer cet aspect que certaines entreprises, voilà, tendance privilégient, enfin, apprécient en tout cas ce phénomène qui a été porté par Uber et aujourd'hui, voilà, mais derrière, voilà, il y a aussi cet aspect-là en fait dont on n'a pas parlé, mais qui existe aussi. En tout cas, c'est très, très, très intéressant ce que vous avez dit ce soir. Je pense que on va en fait clôturer ce live. C'est vrai que de toute façon, on ne peut pas effectivement
aborder toutes les questions sur le travail. C'est un sujet qui est tellement vaste. Donc, pour les personnes aussi qui nous écoutent, n'hésitez pas aussi à dire en commentaire en fait le type voilà, de sujet en fait sur le travail que vous souhaiterez qu'on aborde. Voilà, et puis je vais donner la parole à chacun. Si vous devez résumer, en tout cas voilà, pour une personne, parce que c'est assez intéressant en fait les profils qu'on a eu, Hicham, William, Marc, et puis aussi, voilà, il y a un point aussi sur lequel William donc il a parlé le fait d'être salarié puis entrepreneur et d'être entrepreneur salarié. Voilà, ça c'est aussi, voilà, on passe d'un monde à un autre. C'est quelque chose aussi qu'on voyait pas avant. Donc, si vous devez donner un conseil à un jeune qui nous suit, à une personne qui nous suit, qui est étudiante, qui se pose des questions sur sa voie, qui est salarié, qui se pose des questions sur l'entrepreneuriat, voilà, que serait-il? Alors, je ne sais pas si Hicham est toujours là, mais voilà, le mot de la fin, ce serait quoi? Quel conseil vous lui donnerez en tout cas voilà, pour trouver en tout cas sa voie? Alors, on va, voilà, William, quel conseil tu donnerais toi? Eh ben, je conseillerais de faire déjà le pourquoi, écrire son pourquoi sur un cahier et tout. Et une fois l'avoir écrit, méditer dessus et après passer à l'action. Et ne pas hésiter à prendre des risques. Surtout si on est jeune et qu'on vit chez ses parents ou même si en fait on peut calculer que pendant un an on a le droit de prendre des risques. Prendre le risque parce que ça, en fait, il n'y a rien à perdre parce que même si tu as fait un an pour rien, tu as appris beaucoup de choses et c'est même valorisé sur le marché. Donc, il y a plein de gens qui sont aujourd'hui salariés, qui étaient entrepreneurs avant et ils ont monté beaucoup en compétences sur beaucoup de choses, même sur simplement l'esprit entrepreneur, le fait de chercher soi-même ses clients, de gérer sa propre structure, ça fait beaucoup mûrir dans pas mal de choses. Ça ouvre pas mal de réalités. On doit se former, lire des livres et tout. Et moi, je pense que c'est pas une perte. Il faut considérer au pire comme une année sabbatique, par exemple, et au mieux comme un tremplin. Pour moi, ça a été un tremplin parce que moi, par exemple, je suis redevenu salarié. Mais j'ai été entrepreneur et ça a été un effet de levier pour moi. Et aujourd'hui, tant que je ne trouve pas des conditions meilleures en tant qu'entrepreneur que ce que j'ai aujourd'hui, ça me va. Parce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir été entrepreneur avant m'a permis de monter en compétence dans une compétence spécifique que l'entreprise recherchait. Et j'ai été au-delà de ce qui a été demandé. J'ai pu avoir en fait une capacité à parler d'égal à égal avec le dirigeant et tout, et ce que je n'aurais jamais pu faire si j'étais resté salarié ou que j'aurais suivi un cursus académique. J'ai pu parler avec le dirigeant, connaître un peu sa vie, son histoire. J'ai pu être j'ai eu beaucoup de faveurs aussi, non méritées, non méritées, ça c'est un point de vue, mais j'ai pu avoir des parts dans la société, donc actionnaire, alors que j'étais simplement j'étais jeune, ça pouvait créer de la jalousie, il y a des gens qui étaient beaucoup plus anciens qui ne l'étaient pas. Et du coup, en fait, le fait d'avoir été entrepreneur et d'être transitionné vers salarié a fait que j'avais une plus grande confiance en moi et une plus grande montée aussi en compétences, ce qui a permis de mieux valoriser sur le marché du travail. Que si j'étais resté salarié, c'est possible, mais il y en a, c'est au bout de 20 ans qu'ils ont ça, enfin, au bout de 20 ans dans la même entreprise ou 10 ans. Moi, j'étais à peine récent et il faut être souvent beaucoup plus ancien pour que ce soit possible ou plus senior, quoi. Mais moi, j'étais tout jeune et voilà. Moi, je conseillerais vivement à quiconque hésite aujourd'hui, à quiconque a la possibilité de le faire. Excellent. Merci, merci William. Merci beaucoup pour ta participation et ta contribution. Marc, quel conseil tu donnerais? Alors, moi, j'ai résumé ce conseil en just do it. Un peu, voilà, en fait, fais-le. Si tu sens que tu as une idée, tu sens que tu as quelque chose que tu peux apporter, un certain sens, en fait, voilà, n'hésite pas à te lancer.
Voilà, après, bon, il ne faut pas se lancer, il faut mesurer quand même le risque et tout, mais voilà, pour ça, il faut te former. Voilà, il ne faut pas hésiter à aller chercher l'information dans ton domaine et tout, se former pour pouvoir mieux anticiper certains risques et tout. Mais voilà, si tu sais que tu as une idée, que tu peux apporter quelque chose, en tout cas une valeur ajoutée en fait dans ce que tu fais, mais n'hésite pas à te lancer. Alors, on a parlé, si tu es salarié, tu peux toujours commencer en fait petit à petit, hein, voilà, avoir un petit projet à côté. Voilà, en tant que micro-entrepreneur ou entre-entrepreneur pour tester un peu. Donc, ça peut être une phase de test hein, pour voir effectivement si ce que je propose, ça plaît, que c'est une réelle valeur ajoutée, que c'est innovant. Parce qu'au-delà de ça, nous sommes dans une société qui est hyper compétitive, en fait, de sa forme. C'est pas comme si on ne va pas réinventer la roue, mais c'est par l'innovation qu'on arrive à se démarquer, en fait. Donc, si tu sens que tu as un projet innovant, qui est quelque chose qui peut porter à une certaine valeur ajoutée, n'hésite pas à te lancer, te former, chercher l'information. Et puis, tu verras, voilà, tu poseras la question. Et puis, tu verras aussi toi-même, en fait, par rapport à toi, ta sensibilité au risque. Est-ce que tu es plus à l'aise, justement, en fait, à prendre du risque? Parce que oui, c'est vrai qu'on prend le risque quand on se met à son compte et tout, parce que le client, il faut aller le chercher. Est-ce que tu es à l'aise avec cet aspect-là et tout? Ça te permettra aussi de pouvoir mieux, voilà, savoir en fait où toi-même tu en es par rapport à ça, si tu es plus à l'aise ou pas, et te lancer définitivement ou rester dans le salariat. Il y a aussi un autre aspect en fait qu'on ne sait pas, mais en fait on peut être entrepreneur mais dans la société. Ça s'appelle en fait l'intrapreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est cette capacité justement en fait à être dans un cadre salarié en fait, mais porter des projets innovants qui vont aider justement en fait l'entreprise en fait à aller chercher à développer son activité et tout. Donc voilà, on reprend justement en fait, on est plus engagé. Voilà, peut-être qu'un salarié, on va dire lambda, voilà, plus engagé en fait dans la dynamique de croissance en fait de l'entreprise et tout. Donc ça peut être aussi une possibilité, ça existe. Hein, voilà, certains secteurs qui permettent d'être entrepreneur en fait dans ta société, effectivement, en portant des projets, voilà, en apportant en fait des projets innovateurs en fait pour justement en fait scaler le business et tout. Donc voilà, il y a aussi cet aspect-là. En fait, le champ des possibles est tellement large. Il ne faut pas juste se dire que, en tout cas, si tu as une idée, enfin, n'hésite pas en tout cas, parce que le monde du travail évolue. Voilà, les compétences que souvent, même quand on en a pris durant un parcours académique, quand tu arrives sur le marché du travail, tu as peut-être tendance qu'elles sont obsolètes parce que tu apprends certaines choses et tout. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à se former, à être toujours, enfin, suivre la vague, en fait, vraiment suivre la vague et ne pas hésiter. Voilà. De toute façon, tu ne sauras pas si ça marche ou pas si tu ne te lances pas. Il n'y a pas de secret, il faut juste te lancer et voir, mesurer le pour, le comment, enfin le pourquoi, avoir une vision derrière, un objectif bien précis. Et comme il a dit William. Ah, là, il y a eu un problème de son là. On Ça t'entend a plus. coupé, Marc. Ok. Bon, en tout cas, je pense que ce que Marc a. Je ne sais pas si tu nous entends toujours, Marc. Bon, tu as un souci t'as un souci de son. Ben, en tout cas, merci beaucoup en tout cas pour la participation. Merci en tout cas pour vos précieux conseils. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, je rappelle simplement que on aura donc le 25 avril, le mardi, donc du coup pas ce mardi, l'autre mardi, un événement avec Clément Corcel, qui est le plus jeune entrepreneur voilà, de France. Donc il faut se poser des questions hein, si on voilà, si on prend pas ces risques-là, justement dont Marc a parlé, qu'est-ce qui lui a permis en fait de démarrer, de commencer en fait à cet âge. Donc on aura l'occasion de pouvoir échanger. Vous aurez l'occasion de lui poser toutes vos questions. Et puis, bien entendu, on aura aussi le 28 avril. Donc, dans les commentaires, vous allez trouver en fait. Je vous invite à prendre vos places directement, hein, parce qu'elles sont limitées. Donc, prenez vos places. Donc, vous aurez l'opportunité, en tout cas, de venir échanger avec des experts du monde du conseil, des experts du monde de la finance, des experts un peu de tous les mondes, parce qu'il y aura une RH. Voilà. Donc, ils viendront en fait vous partager en fait leur expérience ce jour-là. Et puis, on vous prévoit une surprise à la fin pour ceux qui viendront à l'événement ce jour-là. Voilà. Donc, merci encore. Je rappelle que sur cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'emploi, on parle d'orientation professionnelle parce que, en fait, on est dans un monde qui change et donc, du coup, on aura besoin d'aborder toutes ces questions-là tout au long de notre vie. Donc, je vous dis de vous abonner. Bonne soirée à vous et encore merci pour votre participation. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.